Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Présence signalée de la coalition FARDC Wazalendo dans les territoires d'Ouvira. Mais la ville reste toujours occupée par les éléments de la coalition AFC M23 soutenue par l'armée rwandaise. C'est le porte-parole de l'opération Sokola Sud Kivu qui l'annonce. Il précise que les insurgés avaient subi des pertes énormes pendant la bataille de Kigongo. Au moins 9 personnes tuées et plus de 30 autres blessées dans les affrontements entre les miliciens Zahir Serpe de Thomas Lubanga et les forces armées de la RDC. Dans les centres commerciaux des Boulets, territoire de Djougou, nous sommes dans la province de l'Ituri. D'intenses combats depuis la période festive dans cette région, à la base d'un déplacement massif des populations locales sont signalés. Le président de la société civile locale rapporte que plusieurs autres civils restent introuvables jusqu'à présent. Polémique sur la déchéance du vice-gouverneur du Maniema, la plateforme Fifi Masuka dans cette province prend acte de cette décision prise par l'organe délibérant. Dans une mise au point faite à Top Congo, le rapporteur de cette organisation politique parle d'une action parlementaire salutaire, contrairement aux allégations faites sur Top Congo par une frange de la société civile qualifiant la décision de l'Assemblée provinciale d'illégale. L'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, n'a jamais été derrière la récente interpellation de son ancien directeur de cabinet Norbert Yamba. Mise au point faite par sa cellule de communication qui dément les accusations portées contre lui par le fils de ces derniers. Dans un message sur son compte X, Rami Yamba a accusé ouvertement Peter Kazadi et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Des accusations graves formulées sans éléments matériels à l'appui qui ont rapidement enflammé les réseaux sociaux déplore la cellule de communication de Peter Kazadi. Bientôt la viabilisation du secteur de l'artisanat minier en RDC, le budget est en élaboration, indique Jean-Paul Kapongo, le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière, artisanale et à petite échelle SAEMAP. Et l'invité de l'édition spéciale à suivre dans quelques instants, édition spéciale avec Thierry Kambundi et Eric Ambago. Alain Pascal Mbungu à la mise en onde. Merci de rester fidèle à Top Congo. Gaël Char. Il recommande à la justice congolaise de collaborer activement avec le gouvernement américain dans le cadre du programme mondial de récompense en matière de justice pénale du département d'État américain. En outre, la CNDH RDC demande que justice soit rendue aux victimes de la tragédie de Kamwina Sampou. Et il appelle enfin à la conscience congolaise pour que de telles violations ne se reproduisent plus jamais. Et puis, comment mettre en place des opérations conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et l'armée ougandaise UPDF dans la partie nord de l'Ituri? Cette question a été au centre d'une rencontre ce mercredi à Mahagi entre les autorités politico-militaires de la RDC et des hauts officiers ougandais. Selon des sources sécuritaires, les deux parties ont évoqué la possibilité d'opérations conjointes contre les groupes armés réfractaires au processus de paix. Martial Kiza Biamongo. C'est le centre d'accueil Caritas de Mahagi qui a accueilli cette rencontre officielle entre les représentants de la République démocratique du Congo et des officiers de l'UPDF. La partie congolaise a été représentée par les commandants du secteur opérationnel des FARDC à Ituri, le directeur provincial de l'ANER, l'administrateur du territoire de Mahagi et plusieurs autres officiers. Du côté ougandais, des hauts gradés actifs dans les opérations et les renseignements venus de Népi et Kampala ont pris part à cette rencontre stratégique. Les sources sécuritaires rapportent que les deux parties ont échangé sur le mécanisme de la mise en place effective d'une opération conjointe entre les FARDC et les UPDF. Objectif, traquer tous les groupes armés actifs dans les territoires de Djougou et réfractaires au processus de pays. D'autres sources concordantes ajoutent que l'accent a été beaucoup mis sur les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga qui font la lutte armée dans la région des Boulets. Des acteurs politiques et d'autres structures de la société civile de Djougou encouragent cette démarche qui, selon eux, pourrait mettre fin à ces cycles infernal de violence dans cette entité meurtrie par des années de guerre. Bougnard, Martial Kiza.
Biamungu, Radio Okapi. Sécurité toujours ici à Kinshasa, la situation sécuritaire a été au centre des échanges entre le vice-premier ministre Jacquemain Chabani et l'ambassadeur de la Zambie, Kosita. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la commission mixte défense et sécurité RDC Zambie, prévue prochainement à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. La réunion de ce mardi a porté principalement sur la sécurisation transfrontalière, en particulier le long du corridor de transport Kolwezi-Lubumbashi, ainsi que sur la protection des conducteurs zambiens empruntant cet axe, récemment confrontés à une recrudescence d'incidents sécuritaires. Jacquemain Chabani a assuré les diplomates zambiens de l'engagement du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Intérieur à mettre fin à ces actes d'insécurité et à garantir la protection des usagers et de leurs véhicules. On écoute l'ambassadeur Kosita dans cet extrait proposé par Alain Irung. Thank you so much. Nous sommes venus comme l'ambassade de la République de Zambie pour un traité avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur les issues mutuelles entre les deux pays. Sur l'agenda, nous avons parlé pour la commission mixte, la réunion qui va se tenir à Lubumbashi entre la Zambie et la RDC sur la défense et la sécurité. Deuxièmement, c'était l'issue pour les conducteurs de camions le long de l'axe de Lubumbashi à Kolwezi, avec leurs préoccupations. Nous sommes satisfaits que Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a assuré qu'il va actuellement mettre les mesures pour aider les conducteurs de camions, pour leur sécurité et aussi pour la défense pour les camions. Dans le même registre, Congolais et Zambiens vont se retrouver très prochainement à Lubumbashi pour débattre, entre autres, des questions de défense et de sécurité. Parmi les sujets récurrents figure la situation des transporteurs étrangers qui empruntent la route Kasumbalesa-Kolwezi. Qu'en est-il de cette problématique? Élément de réponse dans ces explications de Jean Gandou rendues par Alain Irung. La préoccupation soulevée par la partie zambienne revient régulièrement lors des travaux des commissions mixtes entre les deux pays. La sécurité des transporteurs zambiens et plus largement de ceux venant d'Afrique australe circulant entre Kasumbalesa et Kolwezi occupe une place importante dans ces échanges. Selon la partie zambienne, ces transporteurs sont fréquemment victimes des coupeurs de route qui les attaquent et les dépouillent de leur argent ainsi que de leurs marchandises, notamment les cathodes de cuivre. Certains chauffeurs ont même perdu la vie lors de ces incidents. Du côté congolais, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la sécurité sur cet axe. Si l'activisme des bandits a sensiblement diminué sur la route de contournement reliant Kasumbalesa à la voie menant à Likasi, les transporteurs d'Afrique australe dénoncent une recrudescence des attaques sur l'axe Lubumbashi-Likasi où des camions sont parfois détournés et dévalisés, en particulier pour leur cargaison de minerais. Malgré le renforcement des dispositifs sécuritaires par les autorités provinciales, le phénomène persiste, ce qui explique pourquoi la partie zambienne remet régulièrement cette question sur la table. À plusieurs reprises, les transporteurs ont observé des arrêts de travail pour protester contre l'insécurité dont ils se disent victimes. Je le disais en titre, un autre naufrage est survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2026 sur le fleuve Congo entre la chefferie de Dianga et le village de Bokuma en territoire de Bolomba, province de l'Équateur. Selon un communiqué du panel des experts de la société civile de l'Équateur, la collision entre une pirogue motorisée transportant des passagers et une baleinière immatriculée HB Zulu est à l'origine du drame. Le bilan provisoire fait état d'au moins 6 morts, 73 rescapés et de plusieurs disparus. Ces bilans encore à confirmer par le gouvernement provincial pourraient donc s'alourdir, indique la même source. D'importantes pertes de marchandises sont également à déplorer. Plusieurs rescapés arrivés en Bandaka éprouvent des difficultés à regagner Bolomba. Ces drames s'inscrivent dans une série de tragédies récurrentes sur le fleuve Congo dans cette province où aucune solution définitive n'a encore été trouvée pour préserver les vies humaines. Rappel des tragédies récentes avec Pasquin Zigbatayo. Le 20 décembre 2025, le riverain ont vécu le naufrage de HB Mbeyambeya près de Mbandaka. Une enquête a mis en cause la navigation nocturne, la surcharge et l'absence de gilets de sauvetage. Des personnes ont été transférées à Kinshasa pour poursuites judiciaires. Le 11 septembre 2025, 2 accidents en amont de Bansankousou et d'Ngombe ont causé environ 200 morts. Le 15 avril 2025, une baleinière a chaviré près de Mbandaka à la suite d'un
un incendie entraînant la disparition d'environ 100 personnes. Tous ces drames présentent des causes récurrentes, la surcharge des embarcations, la navigation nocturne et l'absence des équipements de sécurité, notamment le gilet de sauvetage. Face à cette situation, des mesures ont été prises par les autorités. En septembre 2025, le président Félix Tshisekedi avait exigé l'aboutissement des enquêtes sur le naufrage et chargé le ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, de dresser un état de lieux et de renforcer la sécurité. Le gouvernement avait notamment interdit la navigation de nuit, la surcharge et rendu obligatoire le port de gilets de sauvetage, menaçant de sanctions sévères les contrevenants. Cependant, comme le déplorent certains élus provinciaux, rien de concret ne semble encore appliqué sur le fleuve pour préserver les vies humaines, comme en témoigne le nouveau naufrage de ces débuts d'année 2026. Par ailleurs, au Sud Kivu, l'approvisionnement en médicaments dans la zone de santé de Chabunda est devenu un véritable casse-tête. L'inaccessibilité par voie routière en est la principale cause, aggravée par l'insécurité persistante sur l'axe Bukavu-Chabunda. Faute de prise en charge adéquate, certains patients nécessitant une intervention chirurgicale perdent la vie. Le médecin-chef des zones de santé de Chabunda déplore la qualité des soins fournis par les structures médicales, fortement limitées par le manque de médicaments essentiels. Jean Kassami pour le reportage. À Chabunda, les retombées du manque d'approvisionnement en médicaments sont palpables. Agnès Sadiki, femme leader du territoire, énumère 9 cas de décès en l'espace de 2 mois suite aux interventions chirurgicales bâclées. Parmi ces victimes, 5 femmes mortes par césarienne, faute du matériel approprié. J'ai tellement du mal au cœur en apprenant le nombre de femmes qui sont mortes par césarienne au chef-lieu du territoire de Chabunda en voulant donner la vie. C'est inacceptable. Les médecins chefs des zones de santé de Chabunda déplorent la qualité des soins suite au manque de médicaments essentiels. Docteur Kiatougou Guillaume. Présentement à Chabunda, les médicaments, tout un demi-baster de sérum, nous les achetons à 20 000 francs congolais et à défaut à 25 000 francs congolais. Pour dire que les 1 litre, c'est à 50 000 francs congolais. Et toute une plaquette de paracétamol à 1 000 francs congolais. On n'a pas de routes, on n'a pas de gouvernement. Vraiment, le tableau est très sombre. Un cas de décès a été enregistré au centre médical de Biakungu ce lundi 6 janvier et un autre à Nyaloué la semaine dernière. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi. Province du Kwilu, plusieurs têtes d'érosion menacent la cité de Bulungu et ses principales voies d'accès. Dans le quartier Ilunga, des maisons ont déjà été emportées, tout comme certaines infrastructures scolaires, notamment l'Institut Muyombo. Placide Mokwa, vice-président de la société civile de Bulungu, tire la sonnette d'alarme et estime que la zone risque d'être isolée et coupée du reste du territoire national. Il appelle à cet effet le gouvernement tant national que provincial à engager les travaux d'urgence. Placide Mokwa est au micro de John Chibwabwa. La cité de Bulungu, accessible par la RN18 entre Camp Bulungu et la RN19 allant de Kikwit à Bulungu par Lusanga est en voie d'être totalement isolée suite aux nombreuses têtes d'érosion qui rongent et la cité et les voies d'accès. Tenez, 10 têtes d'érosion menacent d'engloutir la cité de Bulungu si des travaux d'urgence ne sont pas entrepris par le gouvernement tant central que provincial. Cette situation s'observe également sur la RN18 Camp Bulungu, où 2 têtes d'érosion menacent de couper cette route au niveau des villages Kipwanga et Kiyaka, respectivement à 7 et 10 km de Bulungu. Restons dans la province. Les enseignants de l'ISP d'Ibaya-Louboué, un établissement d'enseignement supérieur situé dans les territoires d'Idio-Fort-Kwilu, croupissent dans la misère depuis 3 mois, une situation consécutive au retard de paiement des salaires qu'ils accusent depuis le mois d'octobre de l'année dernière. La plupart disent ne plus être en mesure de prendre en charge leur famille suite au traitement dont ils sont victimes de la part de la banque payeuse Afriland First Bank. De ce fait, ils interpellent l'exécutif central à trouver une solution à leurs problèmes avant que le pire n'arrive. L'extrait de leur mémorandum adressé à la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi nous est proposé par Plantin Yambenga.
agent de l'ISP d'Ibaalouboué, province du Kwilu, territoire d'Idiofa, commune rurale de Ibaalouboué. Objet, dénonciation des non-paiements de 3 mois, octobre, novembre et décembre 2025, par l'Afrilingue First Bank, agence d'Idiofa et délocalisation vers une autre banque. À Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation à Kinshasa, Gombe. Madame la ministre, conformément au rapport évaluatif de la paix des agents des fonctionnaires de l'État par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et le banc syndical suivi aux médias Radio Top Congo FM. Actualité internationale. Depuis près de 1000 jours de guerre au Soudan, les autorités et les renseignements soudanais n'ont eu de cesse d'accuser certains pays de la région de s'immiscer dans le conflit intérieur qui oppose l'armée régulière aux paramilitaires. Selon l'armée soudanaise, l'Éthiopie s'est mise au service de l'Émirat arabe uni pour acheminer armes et munitions aux forces de soutien rapide au Soudan. L'invité. Nous recevons comme invité Eli Mukanda, directeur de l'orphelinat Lève-moi, implanté à Turunga, dans le territoire de Nirangongo, Nord Kivu. À l'occasion de la journée des enfants orphelins de guerre, célébrée chaque 6 janvier, il lance un appel pressant en faveur des milliers d'enfants devenus orphelins à cause de la persistance du conflit armé dans la province. Dans cet entretien accordé à Bernardin Nyangi, Mukanda plaide également pour le retour durable de la paix dans l'est de la RDC. Selon lui, seule la fin des hostilités permettra de réduire le nombre des victimes silencieuses des enfants portant des blessures profondes, tant physiques qu'émotionnelles. Monsieur Eli Mukanda, bonjour. Bonjour. Quel message avez-vous à cette occasion de la journée internationale de l'enfant orphelin de guerre? En tant que responsable d'une structure qui héberge en son sein de certains enfants orphelins de guerre, nous adressons un appel à toute la communauté, aux organisations internationales de pouvoir accompagner ces enfants qui se trouvent la plupart dans des structures, d'autres dans la rue, des enfants ayant perdu des parents à cause de la guerre. Ces enfants, s'ils ne sont pas accompagnés, seront demain ou après-demain de danger pour la communauté. Les enfants orphelins de guerre sont des enfants qui nécessitent un appui, un accompagnement permanent afin que demain ou après-demain, que les difficultés qu'ils ont connues, les problèmes qu'ils ont connus dans la vie à cause de la perte des parents, à cause de la guerre, qu'ils puissent transformer ça en une force pour bâtir un pays solide, un pays de paix, un pays où les gens peuvent marcher librement, vivre librement parce que la guerre leur a arraché leurs parents et les a mis dans des conditions difficiles. Au niveau du centre Lève-moi, vous encadrez aussi des enfants orphelins. De quoi pensez-vous qu'ils ont exactement besoin? Ces enfants ont besoin non seulement de la nourriture d'abord ou de vêtements, mais ces enfants ont besoin d'un accompagnement psychosocial approprié, continu et permanent pour que demain ou après-demain, que ce choc ne puisse pas se transformer en danger pour la communauté. Raison pour laquelle nous pouvons demander aux organisations internationales, au gouvernement, aux personnes de bonne volonté de pouvoir accompagner des structures, des orphelinats, des centres qui hébergent, qui aident les enfants orphelins, parce que ces enfants ont besoin de cet appui-là, ont besoin d'un accompagnement considérable pour que demain ou après-demain, que ces enfants puissent devenir utiles à la communauté. Est-ce que ces enfants présentent-ils le besoin d'un certain suivi psychologique? Beaucoup plus, nous voulons qu'ils arment et se taisent, que nous ne puissions plus entendre parler de la guerre, que nous puissions voir la paix retrouvée, que nous puissions vivre cette paix-là, une paix qui est chantée dans l'hymne national, mais qui est une paix, que ce soit vraiment une paix vécue, parce que chaque guerre, chaque arme laisse après des orphelins innocents, sans espoir, sans avenir. Notre grand appel est que la paix soit vivante. Nous en avons besoin au niveau de la communauté. Nous avons besoin que le nombre
des orphelins ne puisse plus s'accroître des orphelins de guerre. Parce que la guerre laisse beaucoup d'orphelins. La guerre laisse beaucoup de problèmes psychologiques dans la vie de ces enfants. Imaginez un enfant qui a vu ses parents en train d'être assassinés pendant la guerre. Quel peut être son mental, son problème psychologique, comment il a été affecté psychologiquement. Et cet enfant, un accompagnement considérable doit lui être attribué. Alors il n'est pas un seul, ils sont plusieurs qui assistent à ces drames, qui assistent à ces situations-là. Que les organisations internationales ne puissent pas abandonner les structures qui aident ou qui accompagnent les enfants orphelins, que demain ou après-demain, ils soient utiles à la société, à la communauté, qu'ils soient des bâtisseurs de notre pays. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu en bref de comment vous encadrez les enfants à votre centre? Au sein de l'orphelinat du centre Lève-moi, actuellement, nous hébergeons 56 enfants qui sont accompagnés d'une manière psychosociale, alimentaire, sanitaire, éducatif également. Même si nous rencontrons plusieurs défis dans leur prise en charge par manque de partenaires permanents et financiers pour différentes charges, parce que au niveau du centre actuellement, les enfants vivent des hommes de bonne volonté, des personnes qui entendent ce que nous faisons et qui soutiennent tant soit peu la structure afin de pouvoir aider les enfants. Mais nous demandons un accompagnement pour leur croissance afin qu'ils deviennent utiles à notre pays. Monsieur Eli Mukanda, merci. Merci beaucoup. C'était notre invité Eli Mukanda qui s'entretenait avec Bernadette Nyangi et c'est ce qui met fin à cette édition du journal parlé de ce matin sur la radio de la paix. Journal coordonné par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Dieudonné Nyangasa ou Nyangasa. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio Okapi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.